Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mercredi 19 juin 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de biotechnologie avec monsieur Patrick Neff, le PDG de Transcure Bioservice. Cécile Bouget de Francesco sera là pour sa chronique initiative et enfin je recevrai Anne Gros, ancienne snowboardeuse qui a réussi sa reconversion. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors ce soir, on va parler notamment d'une nouvelle centrale hydroélectrique dans le Chablais. Oui, du côté de Saint-Paul en Chablais, l'ancienne installation avait été endommagée en 2015 par une tempête. L'usine était sortie de son lit. Eh bien, la commune en a profité pour créer une nouvelle installation plus respectueuse de l'environnement. L'idée, c'est de produire une énergie verte. On verra le reportage de Clémence Roaldès. Et puis un portrait. Le portrait de deux alpagistes nouvellement installés au cœur des Aravis, c'est la chèvrerie de Lily. Emmanuel Jaude les a rencontrés lors de leur première en montagne. On verra donc leur portrait dans le journal tout à l'heure. On enchaîne avec notre revue de presse quotidienne. On commence avec une bonne nouvelle pour les fous de glisse. Oui, une piste de ski indoor pour skier toute l'année, tout simplement sans aller sur les glaciers. Il y a donc maintenant TDVC. Tir droit, vire court, tout simplement. Installé à Cluse, c'est un tapis sans fin en revêtement synthétique qui permet de s'entraîner. Il est ouvert à tous, du débutant au pratiquant confirmé. Et c'est la première installation de ce type dans la région. Donc il y a des possibilités de prendre des cours avec des moniteurs diplômés. La vitesse du tapis varie de 2 à 35 km/h avec une pente de 9 à 22 degrés. Donc ça s'adapte en fait à tous les niveaux. Il y a aussi un lab de préparation, la possibilité d'analyser ces vidéos. Donc c'est aussi une véritable offre pour les sportifs. Et je pense que nous en reparlerons. On va sûrement aller faire un tour. Effectivement. Sans transition, la deuxième revue de presse, toujours dans le domaine du ski. Eh bien oui, malgré les beaux jours, la chaleur, on pense plutôt à la plage. Et pourtant, regarde ces belles photos de Tignes. La station savoyarde a posté ces photos sur son compte Twitter puisqu'elle s'apprête à rouvrir ses pistes, son glacier plus particulièrement ce samedi. Les skieurs estivaux vont pouvoir profiter notamment de son nouveau téléphérique. Et surtout de la vue imprenable depuis le rooftop de ce téléphérique. Le Huffington Post en parle d'ailleurs très bien. Chaque cabine pourra contenir une centaine de personnes. Seulement une vingtaine de privilégiés pourront aller sur le toit, donc avec vue imprenable, je l'ai dit, sur le Mont Blanc, la cime de Bellecote, l'aiguille de la Grande Sassière. Bref, le téléphérique nous emmène au cœur du parc national de la Vanoise à plus de 3000 mètres d'altitude et le trajet est ouvert aussi bien aux skieurs qu'aux piétons. Il s'agira du plus grand, du plus haut téléphérique terrasse du monde. Il a été conçu en Suisse. Dis Seb, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe avec l'enceinte Google ? Alors moi j'avais prévu l'autre, mais c'est pas grave, on va passer avec Google. Donc à partir du 2 juillet, les habitués de l'enceinte connectée Google Home vont avoir leur habitude un petit peu changé, puisque jusqu'à présent on activait son enceinte en disant « Dis Google ». Et puis donc la firme américaine a décidé de changer puisqu'elle a annoncé la fin de cette phrase d'accroche au profit d'un « et Google ». Alors tu me diras, il n'y a pas trop de différence et pourtant ça peut ressembler à un détail, mais ça va peut-être changer la vie de plusieurs milliers d'utilisateurs en France. Alors je précise, ce changement concerne uniquement les Français, uniquement les clients français. Donc je le disais, pour le moment on peut activer son enceinte en disant OK Google ou dis Google. Donc avec ce changement, la firme compte varier son offre et voir encore plus grand. Ça reste un petit peu technique. Pour des gens comme nous, ça paraît pas important, mais pourtant, c'est un changement qui sera donc effectif, je le rappelle, à partir du 2 juillet. Du 2 juillet, on dira et Google et plus dis Google. Donc je pense qu'ils vont devoir aussi changer la pub. Parce que dans la pub, il me semble qu'il dit Google. Et puis un atterrissage hors du commun. Oui, tu en as peut-être entendu parler. Ça s'agite un petit peu sur les réseaux sociaux depuis hier. Ça s'est passé donc ce mardi. Un avion de tourisme s'est posé au pied du sommet du Mont Blanc à 4450 mètres d'altitude dans une zone qui a priori ne fait pas partie des altisurfaces autorisées. Visiblement, les passagers suisses étaient trop pressés pour entreprendre l'ascension du sommet de l'Europe. Très rapidement, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix est intervenu pour intercepter ces alpinistes. Bien évidemment, ce
qu'on pourrait appeler un acte de malveillance. Ça fait réagir, notamment le maire de Chamonix-Mont-Blanc qui a qualifié ce comportement d'acte inadmissible, de provocation et d'atteinte intolérable à l'environnement de haute montagne. Même son de cloche pour son homologue de Saint-Gervais, Jean-Marc Pex, qui a dénoncé un véritable Disneyland en ce qui concerne l'ascension du Mont Blanc. Pour rappel, il faudra désormais être équipé d'un permis pour tenter l'ascension du Mont Blanc à partir de cet été. Donc, voilà quelque chose qui risque encore d'activer la polémique. Merci. Merci Victoria. Seb, à tout à l'heure. Premier invité, on passe notre rubrique dans l'actu, Monsieur Patrick Neff. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le CEO, autrement dit le président directeur général de Transcure Bioservice. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Tout à fait. Donc c'est une entreprise innovante basée près de Genève à Archamps, en France. Et nous reconstituons le système immunitaire humain dans des souris. Donc qu'est-ce que ça permet de nous faire? Ça vous permet de sélectionner les médicaments du futur pour déterminer leur efficacité et leur innocuité sur le système immunitaire humain ou l'engagement du système immunitaire humain pour soigner le cancer, par exemple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? C'est l'esprit entrepreneur, l'esprit d'innovation, c'est tout un faisceau de circonstances. Donc mon parcours un peu atypique, j'étais professeur à l'Université de Genève en neurosciences, ensuite j'ai passé dans l'industrie pharmaceutique, la grosse industrie, les Roche, Novartis et autres du monde, pour ensuite déterminer de faire à la Genentech des biotechnologies et donc des compagnies dans le biotech. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. Alors, on parle là de biotechnologie. Qu'est-ce que vous entendez par biotechnologie? Vous demande pas cette précision pour que tous nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Oui, alors il s'agit de tout sauf... c'est plus facile de le définir en tant que ce que je ne connais pas. La biotechnologie n'est pas forcément la chimie industrielle lourde. C'est en fait la compréhension des mécanismes biologiques vivants qui permettent en fait de déterminer lors d'une maladie qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut le compenser. Et donc la biotechnologie, c'est toutes les intelligences autour de la construction d'un médicament qui cible les systèmes biologiques de la cellule, des organes, du corps et de l'humain en général. Quel est le but concret de vos études pharmacologiques? Alors nous, on est une société de services auprès de l'industrie pharmaceutique, la grande industrie pharmaceutique, et eux, leur grand dilemme, c'est la suivante, c'est que pour passer une molécule d'un état innovation, discovery, à une étape, c'est un médicament qui va soigner une maladie chez des patients, il faut qu'ils démontrent l'efficacité de leur médicament. Et nous, on leur fournit, si vous voulez, des modèles qui permettent de déterminer si cette molécule va marcher contre le cancer, si elle va marcher contre les maladies infectieuses, on travaille sur le VIH, ou bien sur les maladies inflammatoires, comme les maladies de Crohn, qui sont les inflammations du côlon, voire des vaccins, voire que c'est sûr au niveau immunologique. Donc, on met à disposition nos services. Les industries pharmaceutiques nous envoient leurs médicaments précliniques et nous les testons et nous leur envoyons les données, après les avoir analysées, bien sûr. Et du coup, ils peuvent choisir le meilleur candidat pour aller en clinique, qui sont des études qui coûtent extrêmement cher, plusieurs centaines de millions, on en parle de nos jours, pour amener un médicament au port de la fin de la clinique sur le marché. Alors, vous avez participé du 3 au 6 juin dernier à la convention internationale dédiée aux biotechnologies. Ça s'est passé du côté de Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans que je pratique cette convention. En fait, on fait converger les grandes industries pharmaceutiques, les petits des compagnies qui fournissent les services comme nous, et puis on fait venir d'autres scientifiques. Et tout ce monde-là, c'est à peu près 15-20 000 personnes, se rencontrent à un endroit et discutent, échangent au niveau d'un partenariat ou de molécules ou de technologies à disposition. Donc nous, on propose nos services. Ceux qui en ont besoin nous disent on est intéressés, on amorce un dialogue avec ces personnes-là à un endroit où on converge tous. Donc Bio US, on appelle ça, Bio États-Unis. On a un Bio en Europe, on a un Bio au printemps, on a un Bio en automne. C'est un moyen pour nous de trouver des clients et de nous faire connaître de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'il représente ce rendez-vous pour les acteurs du domaine de la biotechnologie? C'est un élément essentiel parce que si vous voulez, dans la biotechnologie, vous êtes soit à la recherche de beaucoup d'argent pour pouvoir amener les molécules en clinique plus tard, vous avez besoin de beaucoup d'argent, donc vous trouvez des investisseurs. Si vous êtes dans la grande industrie pharmaceutique, vous cherchez l'innovation, vous pouvez la trouver parce que les petites biotech du monde entier vont venir vous dire j'ai un truc super, il faudrait le regarder. Donc ça permet à tous les acteurs du secteur
de se renforcer et de se partenarier, si on veut, de manière plus efficace. Alors sur place, vous faisiez partie du pavillon France sous l'autorité du pôle de compétitivité Lyon Biopôle, au total 17 entreprises de Rhône-Alpes Auvergne. Dans quelle mesure Lyon Biopôle vous a-t-il accompagné? Alors le Lyon Biopôle, disons que je faisais les maillots avant que le Lyon Biopôle existe, hein, donc je ne suis pas un dinosaure du truc, mais l'avantage pour nous, petites sociétés, de faire partie d'un réseau type Lyon Biopôle, il y a ceux de Paris, il y a ceux du Nord-Est, ceux du Sud-Ouest, etc., nous donne, si vous voulez, une crédibilité, en fait, pour ces représentants du réseau, auprès des autorités politiques pour dire, voilà, il y a un espace d'innovation autour de Lyon, la Lyon Métropole, Rhône-Alpes. Et donc, du coup, ça valide les démarches de ces représentants d'un réseau qui est dynamique, intense et diversifié. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est plutôt en avance en matière de biotechnologie par rapport aux autres régions? Bon, je dirais qu'il y a des poches de compétences. Chaque région a ses poches de compétences. Et surtout, le médicament du futur ou les technologies du futur, elles vont émerger à différents endroits. Donc je pense que ce qui est à retenir, c'est que le fait qu'il y ait plusieurs pôles de compétitivité est essentiel à la diversité, puisqu'on sait qu'en science, on ne peut pas planifier la découverte. On peut juste dire, voilà, vous avez les moyens, il y a les infrastructures. Maintenant, on ne sait pas d'où ça va venir, mais ça va venir. Dernière chose, j'imagine que vous planchez sur des projets de développement pour la suite? Complètement. Donc nous, on aimerait passer, au lieu de faire que du service, maintenant, on aimerait passer dans la partie thérapeutique. Donc on aimerait développer des médicaments contre le cancer. Et avec notre expertise, on pense qu'on peut proposer quelque chose d'intéressant et d'efficace contre des maladies qui sont encore en ce moment incurables. Merci beaucoup, Patrick Neff, d'être venu faire un petit tour sur notre plateau. À bientôt. Bien, au revoir. Allez, place notre rubrique initiative avec notre consoeur Cécile Bouget de Francesco. Salut Cécile. Bonsoir. Alors, tu as souhaité nous parler ce soir d'associations qui font du bien. On va commencer avec une association avec un nom bien évocateur, l'association Rêvasson. Rêvasson, tout à fait. Ça donne envie. Ça donne envie et puis je confirme qu'il faut aller les voir. Alors, c'est un collectif annécien de passionnés d'événements culturels et écologiques. En fait, ils veulent allier musique et démarche environnementale. C'est une trentaine d'Annéciens, professionnels de la culture et bénévoles. Alors, ils ont créé l'association l'été dernier. Ils ont organisé des choses pendant tout l'été, des DJ sets apéro et potagers, de juin à septembre dans le Haras. Et puis, ils ont participé à la Glagla Race de cet hiver. Et là, ils récidivent donc avec plusieurs choses, avec toute une programmation qu'ils ont appelée Super Chaud. C'est H-A-U-D. Oui, chaud. T'as bien fait de préciser parce que moi j'étais plus parti sur S-H-O-W. Et non, c'est l'autre. Donc, à nouveau dans le Haras, 28 juin, 30 août, 13 septembre. La première a eu lieu le 14 juin. C'est gratuit. Ce sont donc pareil des DJ sets avec des artistes locaux, des ateliers pour les enfants, des jeux. Et donc tout ça, je le disais, dans le Haras. Et puis, au mois de juillet, le 20 juillet, ils vont organiser un concert sous casque dansant. Donc le concept est assez étonnant. Donc tout le monde a un casque. Tout le monde a un casque. Qui loue pour le coup. Chacun, on choisit entre plusieurs styles de musique et on écoute ou on écoute et on danse. Donc faut pas avoir peur du ridicule, c'est peut-être un peu fort, mais... C'est ça. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, tout le monde danse, mais pas forcément avec la même musique dans les oreilles. Donc c'est assez marrant. Il y a une version pour les petits un peu plus tôt, une version pour les plus grands. Ah, le rendu doit être pas mal. Comment ? Le rendu doit être pas mal. Alors, moi, je pense que rien que pour voir le truc, ouais, ça doit être assez drôle. Donc, ça se passe le 20 juillet dans l'ancienne école de sous-alérie de Crangevrier à Annecy. Tout ça, donc, je disais, pour mélanger l'art, en particulier la musique, et l'écologie, comme il dit si bien, passer de la prise de conscience à l'action, parce qu'ils se sont dotés d'une charte environnementale dans toute l'organisation de leurs différents événements. Ils ont d'autres projets, bien sûr, pour la suite. En attendant, eh bien, rendez-vous le 28 juin dans le Haras. On enchaîne avec une autre association, l'association Montrevard, Perles des Alpes, qui a un projet de principauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont des habitants qui se sont réunis au sein de cette association qu'ils ont créée en début d'année. L'idée, c'était de dynamiser la station, de donner envie aux uns et aux autres de venir et de revenir à travers un programme d'activités avec des projets
Voilà, donc chasse au trésor, marché des producteurs, la chorale du Revard qui va être encadrée par 2 artistes qu'on connaît sur le bassin annécien, Monsieur et Madame Boops, Céline et Michel Boire qui ont à un moment donné fait beaucoup de musique et qui maintenant encadrent entre autres des groupes musicaux dont cette fameuse chorale, un atelier photo, une chasse au trésor, des séances créatives qu'ils ont appelées remue-ménage parce que le but c'est de proposer des animations mais concertées avec les idées de tout le monde. Donc vous et moi, on peut monter pour aller proposer, mettre notre grain de sel dans tout ça. Ils organisent aussi un chemin des poètes qui va bientôt être inauguré. Et puis tout ça, ça s'appelle la principauté du Revard. Ils ont même prévu de frapper une monnaie locale pour financer tous ces projets. Ils ont une page Facebook et puis ils travaillent sur d'autres projets, notamment un festival de vidéos pour l'année prochaine. C'est des doudingues, mais je pense que l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose, ils le disent eux-mêmes, hein, améliorer la vie, mais de la joie, de la bonne humeur, du grand air, voilà. Des initiatives qu'on aime bien. Je recevais à ta place ce lundi Denis Euros, le directeur général de l'International Clean Tech Week. Tu as souhaité nous parler de cet événement? Oui, alors l'an passé, j'avais fait une découverte avec d'autres journalistes d'un vélo qui nous permettait de faire des jus de fruits. Donc moi qui adore le sport, c'était fantastique. Et alors il récidive avec Micyclette qui sera là, mais il y a 150 exposants, dont AFB qui fait du matériel informatique recyclé, Espérance 3, le fameux bateau qu'on voit ici, qui flottera bientôt, en tout cas dans quelques années, sur le lac. Plein d'entreprises d'ici et d'ailleurs, Gus qui propose de faire pousser des fruits, des légumes hors sol, sans terre, donc un système de culture ultraphonique. Bref, plein de solutions, d'innovations pour protéger notre planète, pour améliorer notre quotidien. Il y a des ateliers, il y a des conférences, on va pouvoir apprendre à se déplacer en ville sans polluer. On peut aller rencontrer des explorateurs inspirants. On peut aller voir ce que l'intelligence artificielle peut faire pour la préservation de la planète. Donc il y a plein de choses. Et voilà, j'avais envie de rappeler à ceux qui ne le savaient pas que ça se passait à l'Impérial jusqu'à samedi. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. À très bientôt. Allez, pour terminer cette première partie, une rencontre avec Anouk Gros. Enchanté. Bonjour. Bonsoir. Alors, les spécialistes de sport extrême de glisse vous connaissent puisque vous êtes une ancienne snowboardeuse professionnelle. Mais ce soir, j'accueille Anouk Gros, plutôt blogueuse, nutritionniste. Comment on peut expliquer ce changement de vie ? Parce que déjà, je pense qu'en tant qu'athlète pro, quand on fait ça pendant quelques temps, le jour où on arrête, on se dit on n'a plus rien, quoi. Il y a beaucoup d'athlètes qui se retrouvent confrontés à ça. Et puis, moi, j'ai toujours vraiment adoré faire à manger. Quand on partait dans des trips avec mes potes et tout, c'est toujours moi qui étais derrière les fourneaux. Enfin, ils avaient juste, c'était chasse gardée. Ils n'avaient pas le droit de rentrer en cuisine. Ça mettre les pieds sous la table. Oui, voilà. C'est ce que je leur demandais parce qu'après, et du coup, et finalement, c'était simplement le lien le plus logique entre la cuisine, le sport, puisque finalement la nutrition, c'est un problème vraiment auquel beaucoup de gens se posent aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses, on a beaucoup d'interrogations. Et pour moi, c'était vraiment pour légitimer ma pratique sportive, mais aussi ma cuisine. En tant que sportif de haut niveau, comment vous faisiez justement à l'époque pour avoir une nutrition saine? Vous étiez suivi, ça venait de vous directement? Non, à l'époque, il n'y avait pas encore... pour moi, c'était pas forcément beaucoup en place. Justement, on était tous un petit peu perdus par rapport à ça. Et surtout que la nutrition, en fonction des sports, elle est vraiment différente pour chaque pratique sportive. Donc moi, j'ai eu la chance d'être élevée avec une mère qui faisait beaucoup dans le bio, qui m'a tout de suite... qui a toujours mangé avec des légumineuses et tout. Et donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et l'idée, on sait aussi que quand on mange beaucoup de légumes, c'est bien, qu'il ne faut pas manger beaucoup de viande. Donc je tâtonnais et c'est pour ça que ces études, c'était le moyen vraiment de savoir de quoi je parlais. Alors vous avez donc fondé votre blog qui s'appelle À la French Food, il y a maintenant presque 3 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Plein de choses, hein. J'ai regardé, il y a plein de choses. Oui, alors c'était... Ça dépasse le simple blog. Oui, voilà, c'était comment mettre en avant à la fois le sport, mettre en avant aussi la nutrition holistique, parce que moi je fais des études en nutrition holistique, donc c'est âme, corps, esprit, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas juste se nourrir d'alimentation, il y a aussi une autre alimentation dont on a besoin. Donc voilà, et puis on trouve aussi un petit peu de lifestyle, de l'art, puisque j'ai évolué aussi dans le milieu artistique pour mettre en avant les sports de glisse, donc voilà.
Vous disiez la cuisine, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez depuis longtemps. Ça a commencé très tôt? Ouais, vraiment. Ça a commencé hyper tôt. Je me souviens quand j'étais petite, quand j'arrivais chez mes grands-parents, la première chose que j'allais faire avant de dire bonjour à ma grand-mère, c'était je courais dans la cuisine, je regardais dans les casseroles ce qu'elle allait préparer. Et oui, donc j'ai toujours aimé ça et j'ai grandi en Asie. Et c'est En vrai Inde, une partie en Inde? Oui, en Inde. Et c'est vrai que en Inde, il y a vraiment une culture, donc ils sont à fond dans le végétarisme, et il y a une culture des épices, il y a une culture des saveurs, et je pense que c'est vraiment ça qui a guidé ma nourriture et ma façon de cuisiner aujourd'hui. Alors justement, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour les recettes que vous proposez sur votre blog? Alors ça, justement, j'ouvre mon frigo et c'est comme ça que la recette, elle me vient. Ou quand je vais au marché, ou quand j'ai pas d'inspiration, justement, je vais aller faire mes courses, je vais chez le producteur, je vais regarder les fruits, les légumes et c'est comme ça que je trouve ma recette. Et j'ai vraiment du mal enfin, je vais pas forcément regarder d'autres blogs et tout parce que je trouve que l'inspiration, elle doit venir de nous-mêmes et c'est comme ça que ça vient. Vous êtes une véritable touche à tout, hein, puisque on a dit, il y a donc ce blog, il y a aussi des émissions chez nos confrères de la RTS. Oui. Oui, en ce moment, j'ai une émission culinaire qui s'appelle À la fraîche, qui est diffusée sur les confrères suisses. Et on met en avant des recettes hyper faciles à faire et pour un petit peu redonner envie aux gens et aux jeunes de faire à manger avec des choses simples et surtout des produits locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Les jeunes qui vont se lancer dans la cuisine, qui vont aller plus avoir tendance à aller vers des plats déjà tout faits? Oui, alors il y a deux écoles. Il y a justement les jeunes qui sont, eux, plus du style je vais manger déjà tout fait, je vais aller m'acheter une pizza, un burger et tout. Et il y a quand même une certaine conscience plus de local et tout. Donc moi, ma manière de faire, c'est vraiment de montrer des recettes simples à faire plutôt que d'aller acheter une pizza, de leur dire faites un acte citoyen, achetez du local et faites à manger. Et d'autant plus que c'est pour moi, en ce moment, il y a beaucoup de modes, les avocados toast, les bols d'açaï et tout. Et c'est vrai que c'est super cool, c'est super instagrammable. Mais au bout d'un moment, faut peut-être arrêter et se dire que chez nous, on a des super aliments, qu'on peut réduire notre empreinte carbone en consommant. Et c'est pour ça que ces jeunes qui suivent aussi beaucoup les réseaux sociaux, l'idée, c'est de leur montrer qu'on peut faire des trucs hyper sexy avec des brocolis, avec du chou, avec des radis, plutôt que d'avoir l'avocado toast. Voilà. Il y a de quoi faire ici, hein, en Savoie-Mont-Blanc, en termes de produits de saison, de bons produits. Ah oui, c'est hallucinant. Déjà, la nature, elle est bien faite puisqu'elle produit ce dont l'homme a besoin en fonction de certaines saisons. On dit que le chou, c'est un aliment qui est hyper bien pour drainer. Et du coup, il y a tous les aliments qui sont très bons pour le drainage. Ils arrivent au printemps et ça permet aussi de drainer notre foie parce que c'est la bonne période pour drainer le foie. Mais à part ça, effectivement, tout ce qui est plantes, tout ce qui est légumes racines, tout ce qui est les tomates et tout, mais il y a tellement de choses à faire. On n'est pas obligé d'aller regarder ce qui se passe dans les autres pays pour être épanoui culinairement parlant. Alors vous proposez une cuisine raffinée, bio, de saison, mais aussi une cuisine riche en bons gras. Ouais, c'est ça. C'est quoi du bon gras? Le bon gras, Selon vous? c'est le gras qu'on trouve dans toutes les huiles végétales. C'est aussi le gras qu'on trouve dans le beurre. C'est aussi le gras qu'on trouve dans la viande. Il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui a montré que le gras de la viande est mauvais pour la santé. En fait, le problème, c'est le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3. Donc, quand on a trop d'oméga 6, on a une réaction inflammatoire. Donc, les oméga 6, c'est vraiment la graisse qu'on trouve dans les produits industriels, qu'on trouve dans la viande en excès, qu'on trouve dans la charcuterie. Donc, l'idée, c'est de rajouter beaucoup plus d'oméga 3 dans notre alimentation quotidienne. Donc, typiquement, l'huile de colza, les avocats, même si j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et voilà, il faut trouver ce bon ratio pour être en santé, puisque les acides gras, le gras devrait représenter à peu près 30 à 35% de notre alimentation quotidienne. J'ai une question de la part de François Pirot, notre rédacteur dans l'Oreillette, concernant l'huile de palme. Est-ce que c'est végétal? L'huile de palme, c'est végétal. Mais... Par contre, c'est un très très gros problème éthique et de déforestation. Manger de l'huile de palme en soi, si on a un bon rapport d'oméga 3, c'est pas tant un problème, mais c'est juste que c'est une catastrophe environnementale et il faut arrêter, clairement. Dernière chose, des projets pour la suite, j'imagine?
Oui, alors l'idée c'est vraiment de continuer dans ma démarche nutritionnelle et j'aimerais pouvoir proposer à terme des ateliers pour des personnes qui ont certaines pathologies, qui vivent avec des choses assez difficiles à porter et mettre ça en place et montrer qu'à travers la nourriture on peut se rééduquer, on peut bien manger et se faire plaisir sans se limiter, parce que justement quand on parle de gras et de choses comme ça, ben voilà, il y a vraiment du plaisir à avoir en nourriture. Donc ça c'est un premier axe, et deuxième axe, d'un point de vue plus culinaire aussi, j'aimerais vraiment développer tout ce qui est fermentation, parce que ça c'est un peu une des cuisines, enfin c'est une cuisine ancestrale mais aussi une cuisine de demain, et donc voilà, pour moi ça fait partie des gros projets pour les prochains mois. Merci beaucoup. À nous, gros. Très bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Victoria est de retour pour le rappel des titres de ce journal avec un nouvel équipement qui a vu le jour du côté du Chablais. Une nouvelle centrale hydroélectrique à Saint-Paul-en-Chablais. Clémence Roualdès a rencontré le maire de la commune qui lui a présenté ce nouvel équipement qui se veut respectueux de la nature. Et puis direction le boucher Montcharvin, Où nous rencontrerons deux alpagistes récemment installés. C'est Emmanuel Jaude qui est allé à leur rencontre lors de leur première en montagne. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne quittez pas. À tout de suite.